Bonjour tout le monde, merci de regarder ce nouvel épisode du Fond de l'Info qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Cette semaine, je remplace exceptionnellement Nadia et suis ravie de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, Emmanuel Macron ne veut pas d'une nouvelle constitution, mais il propose quelques réformes, notamment sur les référendums. Le chef de l'État, toujours, dont pour lui, ruralité rime avec sécurité, le président annonce la création de plus de 200 brigades de gendarmerie et 3500 nouveaux postes. Et dans le même temps, Mediapart révèle la vidéosurveillance de ce soir de juillet où Eddy se prend un tir de LBD en pleine tête et se fait rouer de coups par des policiers. La vidéo dément les témoignages des policiers. Enfin, nous reviendrons sur cette décision française d'interdire le port du voile pour les sportifs pour les JO 2024. On en parle avec notre binôme du jour, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, et Paul Hellec, analyste politique pour Le Média. Avant de les accueillir, on vous rappelle, chers soutiens, que la rentrée du Média saison 7 se fera à la télévision dès le 20 octobre. C'est un défi, un chantier immense. Voilà pourquoi nous avons besoin absolument de vous, car vous le savez, le média est porté, financé par son audience. Alors rendez-vous sur KissKissBankBank avec le lien disponible dans la description ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don, partagez le lien de la cagnotte autour de vous, sur vos réseaux et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui, soyez-en sûrs, révolutionne la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement. À contre-courant des récits de connivence avec les intérêts des milliardaires, on compte sur vous. Emmanuel Macron enchaîne les prises de parole et interviews médiatiques depuis quelques semaines. Lui qui aimait se montrer plutôt rare à la télévision. Mercredi, le chef de l'État s'exprimait sur les 65 ans de la Constitution. Sommes-nous arrivés au bout de la Ve République ? L'épisode de la réforme des retraites a remis cette question sur la table entre le 47-1 qui a réduit les débats, les divers 49-3, le vote bloqué au Sénat, la proposition de l'IOT d'abroger le passage aux 64 ans qui n'est même pas arrivé au Parlement. Les députés nous avaient exprimé sur l'antenne du Média avoir finalement peu de marge de manœuvre malgré une majorité relative du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Et Philippe Brun, député Parti socialiste, nous avait annoncé vouloir, avec l'ensemble de la NUPES, une nouvelle République. Emmanuel Macron, lui, a vanté la stabilité de la Ve République lors de son discours mercredi. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de la France, ni dans la cohérence de son histoire, de changer de République. Je le dis comme président investi du devoir de la défendre, mais aussi avec la conviction du citoyen qui, pendant ces années, a observé et réfléchi au mouvement de notre peuple, à ce que nous apprend notre histoire et à ce que nous devons conclure des accidents des autres démocraties. Pour moi, ce serait tout à la fois inutile et présomptueux. Nos institutions conservent, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, toute leur force. Alors, stable ou pas stable, la Ve République, Mathieu ? Évidemment, la Ve République a été au départ pensée pour la stabilité, puisque c'était en réaction à l'instabilité de la Quatrième République. Mais en fait, la question n'est pas la stabilité ou non de la Ve République. La question, c'est la dimension démocratique ou non de la Ve République. On oublie un peu aujourd'hui à quel point, même dans les débuts, les premières années et les premières décennies de l'installation de ce régime, il y a eu beaucoup de critiques sur la dimension autoritaire de cette République. Raymond Aron, lui-même, qui était un intellectuel de droite, libéral, mais plutôt conservateur, lui-même considérait que la Ve République était une mauvaise constitution qui effaçait beaucoup trop les parlements, notamment l'Assemblée nationale, au profit de l'exécutif. Donc déjà, dès le début de la Ve République, il y avait énormément de critiques sur la dimension autoritaire de cette République. Donc c'est des vieux débats, et aujourd'hui, non seulement ces débats se poursuivent, mais en plus, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on est en 2023, on est toujours dans une constitution du siècle dernier qui est née d'une guerre coloniale, il faut quand même le rappeler, qui a été quand même pensée par des conservateurs et par une personnalité, le général de Gaulle, qui, je suis désolé de le dire, n'était pas un grand démocrate, quoi qu'on en pense. Et évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause ici la figure historique de Gaulle, évidemment, mais ce n'était pas un immense démocrate. Et surtout, la Ve République est en fait un régime très autoritaire, on s'en rend compte. Emmanuel Macron, finalement, est le symbole de toutes les limites de la Ve République, de la dimension autoritaire de la Ve, puisque lui a décidé d'utiliser tous les outils de la Ve qui lui permet de gouverner sans le Parlement. Donc on l'a vu là avec les 49.3, je veux dire là il y a eu une douzaine de 49.3 en un an utilisés, c'est je crois un record sur cette durée. Il a utilisé le vote bloqué, voilà, tous les outils de la Ve lui permettant de gouverner sans le Parlement, il l'a fait, et donc on est dans une situation en fait où
la Ve République n'a plus de sens. Emmanuel Macron, pour moi, met un terme au mythe que la Ve République serait parfaitement démocratique et garantirait, comme vous le dites, pas comme vous le dites, mais comme vous y faites référence, la stabilité des institutions, etc. Moi, je pense personnellement, il faut se débarrasser de l'idée même de président de la République. L'idée même de président de la République n'a aucun sens. C'est une idée autoritaire, antidémocratique, qui est contraire à tout ce qui se fait de plus en plus dans les pays démocratiques. Il faut revenir à un régime parlementaire dans lequel, et on y reviendra peut-être sur la question du référendum, mais dans lequel le gouvernement, qui représente donc les élus de la nation, soit le plus contraint possible par les règles de droit. Voilà. Je pense que c'est ça l'avenir de la démocratie. C'est certainement pas dans l'autoritarisme de la Ve, et c'est pas non plus, j'y reviendrai peut-être, dans le populisme démocratique via les référendums, etc. Donc moi, je suis partisan d'un régime parlementaire total, avec des garde-fous constitutionnels les plus durs et les plus contraignants possibles pour les gouvernants. Toi, Paul, tu connais bien le fonctionnement des institutions, tu as pu travailler dedans. Est-ce que tu peux un peu nous donner ton avis sur cette question-là ? Alors moi, je ne vais pas faire du droit constitutionnel, mais effectivement, Mathieu en parlait à l'instant, il y a énormément d'instruments de la Constitution qui permettent de ne pas voter, et notamment, je crois que vous ne l'avez pas cité, c'est les ordonnances. Et pour la petite anecdote historique, quand De Gaulle vient effectivement prendre la présidence du Conseil en 4e République dans le cadre d'une réponse à donner au putsch à Alger, il demande de pouvoir gouverner pendant 6 mois par ordonnance. Donc c'est quand même une entrée dans le système qui, il a été en pouvoir pendant 6 voilà, mois. qui est assez symbolique sur quelle est l'intention et quelle est sa conception du pouvoir. Bon, après, sur la question de la stabilité, ce qu'il faut quand même faire remarquer, c'est qu'il y a eu 24 modifications. Il y a eu 14 autres projets de modifications constitutionnelles qui n'ont pas abouti, mais 24 modifications, dont la majorité sont à partir des années 90. Ce qui veut dire qu'on a un rythme d'accélération des modifications de la Constitution ces dernières années qui montre qu'une Constitution, pour qu'elle soit stabilisée, en fait, elle a aussi beaucoup changé. Et il y a eu des tentatives notamment en 2008, d'essayer de rééquilibrer les pouvoirs, c'est ce qui a été annoncé, mais les marges d'amélioration ou de rééquilibre des pouvoirs sont extrêmement faibles. Par exemple, en 2008, on décide que l'ordre du jour sera plus partagé à l'Assemblée entre 15 jours pour le gouvernement, 14 jours pour la majorité parlementaire et 1 jour par mois pour l'opposition. Vous comprenez qu'en termes de conception parlementaire, lorsque l'opposition a le droit de décider une fois par mois de l'agenda de la Chambre, c'est pas non plus un pouvoir de participation à l'ordre du jour des affaires parlementaires extrêmement fort, quoi. On a le référendum d'initiative partagée qui a été mis en 2 minutes également, on va en parler peut-être tout à l'heure plus en détail, mais enfin, qui n'a jamais été réalisable parce que ces conditions étaient compliquées à réunir, tout simplement. Donc on est dans une modification qui a été constante et une stabilité en apparence, du coup, parce qu'elle a été modifiée, mais surtout, c'est vrai que Macron a fatigué la Ve République, il l'a mené à son paroxysme autoritaire, mais je pense que c'est sa volonté de ne pas la changer, c'est tout le fait qu'ils ont besoin de ne pas la changer. Dans la situation actuelle, la Ve République, elle dysfonctionne aussi parce qu'elle n'est pas censée prévoir l'absence de majorité. Elle est au contraire censée être le Parlement est censé être une chambre d'enregistrement des volontés de la majorité. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant le premier quinquennat Macron, sans aucun problème. Et du coup, aujourd'hui, parce que en fait, le pouvoir politique est contesté, il est contesté dans de nombreux fronts, les fronts sociaux qui se sont ouverts, que vous avez largement couverts ici, et le fait de ne pas avoir à avoir à rendre des comptes démocratiques sur l'agenda qui est fixé est nécessaire. Et donc, c'est la parfaite constitution qu'il faut conserver lorsque on entend gouverner contre les intérêts d'une majorité de la population, ce que je pense que le président de la République a assez montré dernièrement. Est-ce que vous seriez pour une nouvelle République, une nouvelle constitution, ou alors pour des réformes de la constitution actuelle ? Ça, c'est plutôt la thèse d'Emmanuel Macron actuellement. Encore une fois, la question, c'est quelles sont les réformes constitutionnelles ? Quels sont les principes qu'on veut changer à l'intérieur ? Ce que Mathieu avançait, c'était un régime parlementaire, c'est une modification radicale de la Constitution. Donc, effectivement, l'appellation d'une nouvelle République semble cohérente dans cette option-là. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il suffit de modifications constitutionnelles pour pouvoir améliorer la situation ? Ou est-ce que la question, c'est réfléchir à quels sont les droits
nouveaux à intégrer, et y compris des directions nouvelles à imprimer. Je pense à la question écologique qui peut peut-être faire son entrée un peu plus lourdement dans la Constitution avec des objectifs extrêmement concrets sur les formes de développement qui sont privilégiées et qui sont à inscrire dans le régime qu'on se propose d'avoir. Je pense aussi à la question des droits sociaux. Il y en a un certain nombre qui sont énoncés dans des textes qui ont valeur constitutionnelle, mais enfin dont l'application est quand même restée largement pauvre, voire ignorée. Donc ça, c'est des questions qui me semblent intéressantes. Après, bien entendu, à gauche, dans le débat, la question de la 6e République a souvent incarné cette question de nouvelle entrée en termes de droits et en termes de direction à donner en fait au régime. Donc moi, je suis plutôt partisan d'une nouvelle République sur un modèle parlementaire. Mathieu, vous aussi ou... Ah oui, moi, partisan d'une autre république, encore une fois, parlementaire, qui exclut l'idée qu'un homme seul puisse gouverner le pays. Ça, c'est une idée qui n'a aucun sens, qui n'est pas démocratique, on a vu, d'ailleurs, ça date pas d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Nicolas Sarkozy gouvernait de manière extrêmement solitaire et verticale. François Hollande, à sa manière, on peut considérer aussi. Donc ça, l'idée de président de la République est une idée monarchiste. C'est une idée antidémocratique, encore une fois, qui n'a aucun sens dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre. Et ça, je pense que c'est un mythe et c'est une construction, politique, je dirais même métaphysique à certains égards, dont il faut se débarrasser. On n'a pas besoin d'un homme qui incarne le peuple. Ça, pour moi, c'est une folie, cette idée-là. Non, il n'y a pas besoin d'un homme qui incarne le peuple. On a besoin de représentants du peuple. On a besoin, comme Paul l'a dit, d'un système dans lequel les droits fondamentaux sont beaucoup plus inscrits dans les textes de loi, dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité, etc. Il faut par exemple, il y a toute la question du droit à l'IVG, par exemple, donc issu de toutes les luttes féministes. Ça doit être dans la Constitution, mais d'urgence. Enfin, je veux dire que le fait même que ce soit pas déjà fait est déjà inquiétant en soi. La question écologique, évidemment, ça doit être dans la Constitution. Il y avait le principe de précaution, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et plein d'autres choses. Donc ça, c'est évident. Et il y a autre chose qui me semble essentielle, et ça fera peut-être le pont sur la question du référendum, mais le Conseil constitutionnel, pour moi, qui est un des organes clés de notre démocratie, qui est le garant absolu de nos droits fondamentaux, du respect des gouvernants de la Constitution et des normes fondamentales. Il faut réformer le Conseil constitutionnel. Il faut arrêter de nommer des gens qui n'ont rien à y faire. Il faut mettre des personnes, des juristes indépendants, des grands experts de la loi qui soient au Conseil constitutionnel et qui soient aussi des défenseurs des libertés publiques pour, encore une fois, s'assurer que nous avons un garde-fou indépendant et qui soit toujours du côté des libertés publiques quand il s'agit de trancher des textes de loi qui sont, encore une fois, dont le principe premier doit être qu'ils soient en accord avec nos normes fondamentales, au premier rang desquelles la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça, encore une fois, c'est pour moi le sens de l'histoire. Et donc ça nécessite un changement de République, mais aussi même un changement d'approche de la politique telle qu'on l'envisage aujourd'hui. Ouais, sur le Conseil constitutionnel, il y avait eu un gros épisode pendant la réforme des retraites où ça avait ravivé la colère de voir le Conseil constitutionnel valider la réforme des retraites alors qu'elle était dans un projet de loi de sécurité sociale rectificatif avec plein de problèmes constitutionnels qui étaient posés, et de voir que le Conseil constitutionnel validait tout ça avait ravivé la colère. Paul, tu te rappelles peut-être? Oui, moi j'avais dit que c'était l'EHPAD de la bourgeoisie parlementaire ou des gouvernants, quoi. Enfin, je veux dire vraiment, et c'était sur la question de cette nomination, c'était assez effarant de voir qui y siège, effectivement, avec peu de compétences, et qui sortait une espèce de retraite à la fraîche dans les ordres de la République. Moi, pardon, je vous coupe, mais il n'y a pas que ça. Il y a les lois sécuritaires, dont des lois, mais la loi sécurité globale, qui est une loi effrayante du point de vue des libertés publiques. Alors, il y a une disposition qui a été annulée par le Conseil constitutionnel sur le fait de ne pas pouvoir filmer les policiers, etc., mais qui était une disposition tellement délirante que voilà. Mais globalement, le Conseil constitutionnel a validé un texte liberticide. Et on pourrait dire ça de tous les textes sécuritaires, la question de la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, enfin, tous ces textes-là sur les JO, etc., qui sont validés par le Conseil constitutionnel, par les juges constitutionnels, alors que
c'est effarant du point de vue des libertés publiques. Pardon. Voilà, Non, et moi je voulais aller juste, dans votre sens sur la question du recours à la personne, à une personne pour tout gouverner. Cette idée est extrêmement archaïque, mais même dans les cours que je donne en ce moment, on refait Weber et il parle de légitimité charismatique pour gouverner politiquement, et c'est des formes qui sont archaïques, genre dans des sociétés qui se présentent comme des démocraties. Et on pourrait même dire que ce césarisme, en fait, qui est un peu inscrit dans nos institutions, devient particulièrement dangereux pendant les temps de crise. Le recours à une personne providentielle, à des moments de durcissement autoritaire, c'est une pente extrêmement dangereuse. Et je pense que c'est aussi, pour répondre aussi encore une fois à cette question de la stabilité, un signe de faiblesse du pouvoir. Gramsci a un moment dans un passage où il parle de ces formes de césarisme, du recours à une personne pour incarner tout le pouvoir. Il dit concrètement, ça veut dire que la classe dirigeante n'arrive pas à réussir à recueillir le consentement des gens et que la classe dirigeante a besoin d'un patron. C'est ce qu'il dit dans son expression et je trouve ça intéressant. Il faut un patron parce que en fait, on n'arrive pas trop à convaincre et donc on est obligé de convaincre de force et par l'incarnation un peu magique de personnages, par la mystification de la représentation du pouvoir et sa concentration. En fait, quand vous concentrez auprès d'une personne, c'est sûr que le niveau de violence qui est possible d'appliquer à la population est plus fort parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'il n'y a pas de possibilité que le pouvoir arrête le pouvoir. En gros, pour reprendre l'idée libérale de Montesquieu. Justement, dans ce discours sur la démocratie, sur la Constitution, etc., Emmanuel Macron a quand même avancé quelques propositions et il a mis en avant une extension du champ référendaire, donc les référendums. On va regarder ça. La souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus. Et son champ devrait également être élargi pour s'identifier à celui du référendum d'initiative présidentielle du même article 11. Champ du référendum, donc, qui doit pouvoir être discuté et peut-être s'ouvrir à de nouvelles questions. Simplification de la procédure référendum d'initiative partagée. Alors, il y a deux choses ici. On va commencer par la première. C'est simplifier le recours au référendum d'initiative partagée. Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure. Il permet, donc, le référendum d'initiative partagée, le RIP, permet à des parlementaires de provoquer un référendum avec le soutien d'une partie des électeurs sans passer par un vote majoritaire au Parlement. Mais il faut quand même recueillir le soutien de 10% du corps électoral. Donc, en fait, c'est environ 4,8 millions de signatures, donc c'est quand même énorme, et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucun RIP aujourd'hui. Seulement sur cette question, l'autre on verra après, seulement sur cette question, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle de simplifier l'accès au RIP, Mathieu ? Non, moi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors je sais que j'ai une position minoritaire sur ce sujet, mais je vais essayer de la défendre. Moi je crois que le référendum est un outil extrêmement dangereux pour la démocratie. Et je m'y oppose personnellement, de manière générale, évidemment dans les cas particuliers ça dépend, mais de manière générale je suis contre l'idée de référendum. Alors je rappelle que le référendum ça a été utilisé à son époque par Napoléon III, alors à l'époque on appelait ça plébiscite, mais c'était exactement la même chose, et qui était une manière en fait d'utiliser le peuple pour contourner les règles de droit. Et aujourd'hui, qui se fait le champion du référendum ? C'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite voit le référendum comme un outil lui permettant de contourner les règles de l'état de droit et d'attenter aux droits fondamentaux. Le Rassemblement national veut des référendums sur l'immigration, sur la sécurité, sur tout un tas de sujets qui, en fait, reviendraient à remettre en cause des droits fondamentaux essentiels qui sont inscrits dans notre Constitution. Alors aujourd'hui, ça n'est pas autorisé. Le recours au référendum est très encadré, voilà. Mais Emmanuel Macron veut ouvrir une brèche là-dessus. Et il le fait d'abord de manière hypocrite parce qu'il a quand même fait passer la réforme de retraite contre l'avis de 90% des actifs, je crois, quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, et que s'il avait organisé un référendum sur cette question, la question aurait été réglée très rapidement. Donc déjà, il y a une hypocrisie, mais d'autre part, je vois dans ce discours quelque chose de très dangereux et qui amène à ce que moi j'appelle du populisme démocratique, c'est-à-dire à installé dans l'idée qu'on pourrait éventuellement, via référendum, toucher à certains droits fondamentaux sur un certain nombre de sujets qui, en plus, sont aujourd'hui dans l'air du temps. Je veux dire, si aujourd'hui, je vais donner 2 exemples. Si aujourd'hui, vous faites un référendum sur la peine de mort, il est possible, je ne dis pas il est certain, mais il est possible que
les Français décident de voter pour un retour de la peine de mort, pour certains crimes. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est acceptable au regard de nos normes fondamentales, de nos principes républicains et voilà? Non, c'est inacceptable. Donc ça, c'est un premier exemple où on voit bien la manière dont le référendum peut être extrêmement dangereux. Je prends des exemples un peu caricaturaux, mais voilà. Sur l'immigration, pareil. Si on demande de faire un référendum pour, je ne sais pas, moi, par exemple, puisqu'en ce moment c'est un débat, là, organiser à l'échelle nationale des tests osseux, qui est une méthode barbare, sur les mineurs isolés, vous pouvez être certain que c'est tout à fait possible que le référendum donne un résultat positif. Pareil, si vous faites un référendum pour dire et faciliter les expulsions au maximum des personnes exilées, vu l'état de l'opinion sur ces questions-là, la manière dont l'opinion a été chauffée à blanc d'un point de vue xénophobe et autoritaire, etc., là aussi, on voit bien qu'un référendum peut être un outil en fait utilisé par des régimes autoritaires pour attenter à des droits fondamentaux. Donc moi, je pense que le référendum n'est pas la solution à notre malaise démocratique, et je pense même que c'est un outil qui sera nécessairement utilisé contre l'état de droit, contre nos principes fondamentaux, et c'est pour ça que je suis totalement opposé à l'idée du référendum, et je trouve inquiétant qu'Emmanuel Macron ouvre cette brèche, parce qu'encore une fois, et je finis juste là-dessus, mais Emmanuel Macron est quand même dans une dérive assez populiste, moi je trouve, sur un certain nombre de sujets. On y viendra, mais sur la sécurité, il tient un discours de plus en plus droitier, qui est tout à fait inquiétant. Sur la question de l'immigration, le texte qui se prépare là est un texte tout à fait effrayant, tout à fait attentatoire à un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Donc il y a une dérive populiste du pouvoir. Le référendum, s'inscrivant dans cette logique, pourrait être un outil absolument dévastateur. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme par rapport à cette idée de référendum qui est très populaire, notamment à gauche. Mais moi, je dis attention, sachons ce qu'on peut perdre avec cet outil. Et encore une fois, notre bien le plus sacré, c'est l'état de droit, c'est les droits fondamentaux, c'est ce qui nous garantit que finalement nous vivons libres dans ce pays et que les droits de chacun sont garantis. Et avec le référendum, on rentre dans une logique qui est, à mon sens, assez dangereuse. Toi, Paul, cette annonce d'Emmanuel Macron sur on va peut-être simplifier le RIP, pour toi, c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi, j'ai toujours une difficulté avec les annonces d'Emmanuel Macron. C'est qu'il annonce beaucoup de choses, il ne fait pas grand-chose quand il s'agit d'annonces qui pourraient avoir une teinte progressiste. Sur cette question de transformation des règles, bon, effectivement, si c'est pour abaisser le seuil, moi je suis plutôt en faveur de construire des dispositifs où l'intervention populaire est possible en dehors de la représentativité par l'élection de représentants. Je rappelle cette phrase de la BCIS qui disait « La France ne doit parler que par la voix de ses représentants, autrement elle serait un régime démocratique ». Petite discussion pendant la Révolution française, mais qui est intéressante sur la notion de démocratie représentative, qui est assez oxymorique. Je comprends ce que dit Mathieu, mais je suis en opposition totale avec l'idée qu'il faille organiser les institutions et la façon dont on organise la politique et les décisions dans une société contre l'avis supposé majoritaire à l'intérieur de populations. Ce que je veux dire par là, c'est que là, vous avez fait une liste de choses que je partage avec vous. Je trouve que les tests osseux sont des pratiques barbares. Je trouve que, oui, l'extrême droite tente souvent d'instrumentaliser la question de l'appel populaire pour justifier les pires de ces mesures, mais que justement, en fait, déjà, c'est pas parce qu'on organiserait le référendum sur des bases différentes ou non que ces opinions changeraient. Elles seraient toujours présentes et elles seraient toujours un danger à combattre dans la société. Et en fait, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire de la politique en ne se braquant pas sur ce que l'opinion publique est supposée penser et comment on arrive à faire reculer des idées. Je remarque d'ailleurs que quand on parlait par exemple de la peine de mort, le président Mitterrand à l'époque l'annonce avant l'élection alors qu'une majorité de la population est contre dans la société. Donc, et il a réussi à gouverner contre, mais peut-être que du coup, le travail de conviction a pris plus de temps au niveau de la société. Bref, ce que je pense, c'est que du coup, les interventions populaires peuvent être nécessaires. Cela dit, l'encadrement, là, aujourd'hui, du champ du référendum ne risque pas forcément de changer. Il parle des conditions dans le changement. Là, les référendums, c'est sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Donc déjà, ça, c'est extrêmement contrôlé également.
Hein, on a bien vu que le Conseil constitutionnel est saisi pour savoir qu'est-ce qui est une politique économique ou pas. Les juridictions les jurisprudences là-dessus sont extrêmement restrictives. Hein. On nous a fait expliquer par exemple que la réforme des retraites n'était pas un sujet économique. Alors, ça, c'est une justification assez magique du droit. Moi, je suis pas assez spécialiste pour vous le défendre dans le droit, mais ça paraissait un choix très politique plus que juridique. Et donc, du coup, la question, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi la question de comment on interprète les institutions. Le problème, c'est ça, c'est que dans les institutions, il y a toujours des interprétations. Et moi, je pense qu'en ouvrant la possibilité de l'intervention populaire, c'est aussi une brèche qui peut rentrer et qui peut permettre aussi de fabuleuses batailles politiques. Je rappelle qu'en 2005, quand il y a eu un référendum, parce qu'il y a aussi la question de la ratification d'un traité qui rentre dans le champ, le non qui a gagné, c'était le non de gauche. Bien entendu que ce n'était pas que des gens de gauche qui ont voté non, mais la bataille, la mise en scène de la bataille et du débat, elle a été populaire et elle a existé. Et ça a permis aussi de forger des opinions, de lancer derrière la question des fronts anti-austérité quand l'Europe, après la crise de 2008, a fait de l'austérité partout. Ça permet des impulsions et ça permet du débat, potentiellement, s'il est bien organisé. Le problème, c'est encore une fois pratique et théorie. Dans la pratique, aujourd'hui, l'état du débat est catastrophique. La sphère médiatique mainstream est en incapacité de produire un débat satisfaisant. Et la scène politique, la concurrence dans des fois la bêtise crasse. Donc, c'est difficile en termes de pratique. Mais je pense que si ça permet d'ouvrir une brèche sur des mécanismes d'intervention populaire, je ne suis pas contre. Moi, plutôt pour. Par contre, sur le cadre des référendums où tu disais qu'il y avait justement des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder, Emmanuel Macron a dit qu'il existe des domaines importants qui échappent au champ de l'article 11, je le cite. Il a dit qu'il voulait élargir le champ du référendum. Donc il y a quand même un risque de modification de cet article 11 que tu as cité et d'ouvrir des possibilités de référendum sur l'immigration ou sur des sujets qui... Vous avez complètement raison de le préciser parce que je pense vraiment que c'est l'idée d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est dans une dérive populiste et que son idée, c'est clairement aussi de considérer qu'il faut s'adresser notamment à un électorat de plus en plus à droite et de plus en plus à l'extrême droite aussi. Et donc, cette idée d'élargir le champ, la possibilité de ce référendum d'initiative partagée, c'est une brèche qui est ouverte. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est comme sur les libertés publiques. Évidemment que là, en l'occurrence, ça va être éventuellement, je ne sais pas, on verra, mais ça peut être une petite modification qui ne changerait pas grand-chose, qui serait à la marge. Tiens, on va mettre un petit sujet en plus sur je ne sais pas quel thème ou quoi que ce soit. Mais on ouvre une brèche. Et ensuite, évidemment, c'est une pente que notre société prend. Et encore une fois, je le dis, si le RN insiste autant sur le référendum, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui est dans son programme qui sont impraticables, tels que les textes tels que notre Constitution et ses normes fondamentales sont organisées aujourd'hui. La préférence nationale est aujourd'hui impossible, il me semble, dans le contexte de notre Constitution. Donc l'idée du Rassemblement national, c'est de passer par le référendum, faire des changements... Alors évidemment, la question de la possibilité, du réalisme de tout ça, j'en sais rien, mais toujours est-il que son idée, c'est vraiment de passer par le référendum pour, encore une fois, transformer en profondeur la Constitution et l'esprit libéral au sens politique du terme, c'est-à-dire l'esprit humaniste de notre République, qui est déjà si mal en point. Et c'est pour ça que je dis, attention, ce discours d'Emmanuel Macron s'inscrit dans une logique populiste et me semble, encore une fois, tout à fait dangereux. Est-ce que le vrai problème, c'est pas la pratique ou non du référendum, parce que pour faire l'avocat du diable des deux, c'est oui, mais ça veut dire que le peuple est trop bête pour choisir, ou alors oui, mais c'est quand même dangereux par rapport à toutes les thèses d'extrême droite qui se circulent partout. Est-ce que le vrai problème, c'est pas le débat démocratique, politique et médiatique, plutôt que l'outil même du référendum? Moi, je suis plutôt sur cette position, dans le sens où vous disiez il y a une pente, que cette brèche va ouvrir une pente où va amener la société à tenir une pente autoritaire, xénophobe. En fait, cette tendance-là, elle s'est généralisée, elle est déjà extrêmement présente. Le fait que l'extrême droite fasse en fait appel à un outillage assez poujatiste, on aurait dit dans le passé, sur cette espèce de réflexe de on appelle parce qu'il y a un bon sens dans le peuple qui serait en leur faveur. Je pense que c'est pas nouveau, donc ça existait déjà, mais oui, je pense qu'il y a aussi un réflexe des fois de vision du peuple comme incompétent, comme suivant nécessairement les tendances du temps, etc. Et je pense qu'on a aussi un débat public dopé aux sondages et aux outils statistiques qui
sont beaucoup plus difficiles à analyser que comme on le fait dans le débat public, et que je suis pas d'accord sur le fait que c'est sûr que sur un certain nombre de sujets comme ça, ce serait uniquement des majorités réactionnaires qui se feraient dans le pays. Je pense que ça pourrait faire réagir d'autres personnes, ça pourrait faire venir aux urnes des personnes qui, sur ces sujets-là, seraient prêts à s'exprimer, alors que sur d'autres sujets, ils considèrent que leur partition à l'élection ne compte pas, parce qu'ils vont pas voter aux européennes, par exemple, ou à leur municipalité, mais que quand ils se seraient... Je sais pas, je pense que c'est pas si simple de voir ces majorités réactionnaires potentiellement validées sous la forme d'un plébiscite un peu, donc vous avez dit napoléonien, ou en tout cas se réactiver. Je crois que la culture politique du pays a changé, que la société civile aussi et ses institutions, ses organisations, elle peut mobiliser des forces immenses qui sont en sommeil des fois par rapport à la politique institutionnelle traditionnelle qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, moi je serais plus prudent que Mathieu là-dessus. En fait, je pense vraiment que... et à gauche, je pense qu'il y a aussi une tendance un peu à comment dire, mythifier le peuple. Et c'est très important de dire que le peuple a parfois raison, mais il a aussi parfois tort, et que c'est pas aussi simple. Et que la démocratie française, la République française, elle s'est construite en effet sur la souveraineté populaire. Évidemment, c'est incontestable, mais elle s'est aussi construite sur l'état de droit et sur la conquête des droits, les droits fondamentaux, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et toutes les normes en fait fondamentales qui nous protègent de l'arbitraire du pouvoir. Et quand je dis nous protège de l'arbitraire du pouvoir, c'est nous protège aussi de l'arbitraire du peuple en quelque sorte. Et je ne dis pas ça par provocation. Et encore une fois, il ne faut pas rentrer dans une logique qui serait, en effet, le peuple a toujours tort, ou même une logique paternaliste vis-à-vis du peuple. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais en revanche, il y a des choses non négociables dans la démocratie française, dans la République française. Et ces choses non négociables, c'est la primauté absolue en politique des droits de l'homme, des droits fondamentaux et de la conquête de ces droits, parce qu'il y a encore plein de droits à conquérir, et surtout en ce moment où en fait on a tendance plutôt à régresser du point de vue des droits. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours cette tension, dans la démocratie, il y a toujours cette tension entre d'un côté la souveraineté populaire et puis de l'autre l'état de droit et le respect des normes fondamentales. Et moi je dis, si des fois dans des moments de crise il faut choisir entre les deux, moi je choisirais toujours le respect des normes fondamentales et des libertés de publiques et de tout ce qui fait que finalement, encore une fois, nous vivons librement comment dire, libre de l'arbitraire du pouvoir. Et c'est ça mon point. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué de trouver la nuance, parce que par exemple en économie, Bruno Le Maire a tendance aussi à dire le peuple a tort, moi j'ai raison, je sais ce qui est bon pour le pays. Donc c'est vrai que c'est des arguments qui peuvent être utilisés et pour et contre le peuple en fait. Paul, je te laisse le dernier mot. Après, va falloir qu'on passe au sujet suivant. La difficulté, c'est que bien sûr que le peuple peut se tromper, le peuple peut élire des horreurs, peut élire des personnages historiques qui ont été terrifiants et qui ont détruit des régimes entiers. Mais le problème que ça me pose, c'est que je pense qu'on ne peut pas construire l'armature juridique et les droits contre la vie du peuple. Et c'est aussi ça le problème, c'est que les droits de l'homme, toute personne peut être contre, en tout cas entre nous, la personne n'est contre, mais que lorsqu'ils sont déclarés, ils sont déclarés à l'époque par une minorité, une fraction particulière, qui est une classe sociale particulière, et qui veut l'imposer à la société, et qui veut aussi réorganiser la société à son image. Heureusement qu'ils l'ont fait. La vraie question, c'est que du coup, aujourd'hui, pour qu'ils résistent, il faut les rendre réalisables pour qu'ils ne soient plus contestés. Et comme les institutions ont échoué à le faire, comme les gouvernements successifs ont beaucoup favorisé des intérêts contre ceux de la population, et bien effectivement, la population peut aussi se retourner contre ce qui devrait être sa richesse commune. Et cette situation-là, elle est clairement politique pour moi, elle n'est pas une question de réponse institutionnelle. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser ouvert la possibilité d'intervention du peuple, parce qu'elle pourra donner du bon comme du pire. Et c'est aussi ça le jeu de la politique, c'est d'être dans la capacité de décider, donc de choisir. Merci, on va passer au deuxième sujet. Je suis sûre que le débat va se poursuivre dans les commentaires. Emmanuel Macron, toujours, cette fois sur le thème de la ruralité, enfin plutôt sécurité, sur 10 minutes d'interview par France 3 à l'occasion de son déplacement dans le Lot-et-Garonne. Plus de la moitié est consacrée à la question de la sécurité. Et pour cause, le chef de l'État se déplaçait pour annoncer la création de 238 brigades de gendarmerie et de 3500 nouveaux postes. On regarde. C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires plus particulièrement. C'est un besoin de sécurité, d'ordre. Durant le premier mandat que les Françaises et les Français m'ont confié, nous avons recréé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Et lors de la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, sur laquelle je me suis engagé en septembre 2021, j'avais pris la décision de réinvestir 15 milliards d'euros de la nation
de doubler le nombre de personnels qui sont présents sur le terrain et donc de réembaucher plusieurs milliers de policiers et de gendarmes. La déclinaison très concrète pour la gendarmerie, qui touche plus particulièrement nos territoires les plus ruraux, c'est qu'il y aura 3500 gendarmes en plus sur le terrain dans les années qui viennent. 2100 d'entre eux serviront à ouvrir de nouvelles brigades. Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment d'insécurité. Oui, parfois pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un problème de sécurité en France, en milieu rural? Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. Monsieur, est-ce que vous partagez le constat du président sur un problème de sécurité qui toucherait toute la France? Évidemment, le journaliste ou encore Emmanuel Macron ont pu faire référence aux fusillades qu'il y a eu à Nîmes, à Marseille, où des personnes et même un enfant ont perdu la vie dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre avis sur la question, peut-être, Mathieu? Il y a une logique sécuritaire totale qui s'installe, qui fait suite, je rappelle, au fameux discours après les émeutes, les révoltes de banlieue, mais qu'on a appelé émeutes. Donc le fameux discours d'Emmanuel Macron, dans lequel il tient peut-être le discours le plus à droite qu'un président de la Ve République ait jamais tenu depuis les débuts de cette République, avec il faut de l'ordre, de l'autorité, etc., etc. Bon, je ne refais pas le film. Donc là, on a la confirmation de cette logique ultra-sécuritaire, l'ordre, donc recrutement massif de forces de l'ordre, de gendarmes, etc. Et l'introduction d'une rhétorique qui me semble extrêmement dangereuse, qui est nous avons un problème de sécurité partout dès qu'il n'y a pas de présence. C'est pour ça qu'il faut en remettre. C'est-à-dire qu'il faut une présence policière visible pour qu'il y ait moins de problèmes de sécurité. Ça, c'est un discours qui est traditionnellement celui de la droite dure et de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il faut plus de présence policière. Et c'est une logique, évidemment, qui est effrayante parce que son aboutissement, c'est un policier derrière chaque personne. J'exagère, hein, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que la police et le maintien de l'ordre soient visibles des citoyens. Ce qui est déjà une idée qui est contraire au principe républicain qui est que nous sommes des citoyens libres. Voilà, et que quand on est dans un régime de liberté, on ne doit pas avoir des policiers partout, des gendarmes partout, des forces de l'ordre partout, premièrement. Ça me semble important quand même du point de vue de le dire du point de vue des principes. Mais ensuite, ça acte une dérive sécuritaire, clairement. Donc, ça veut dire d'une part que la réponse à tous les problèmes d'insécurité, alors évidemment, il ne le fait pas référence directement, mais il y a la question des banlieues et des émeutes de banlieue, mais là, il y a aussi la question de la ruralité, donc voilà, c'est plus global. Donc c'est l'idée qu'on résout les problèmes d'insécurité. Moi, je ne crois pas qu'il y a peut-être que je choque en disant ça, mais l'insécurité est à peu près stable depuis 30 ans si on prend un certain nombre de critères. Il y a, en fonction des critères, ça dépend, mais globalement, il n'y a pas d'apocalypse sécuritaire comme nous font croire certains, notamment à droite et à l'extrême droite. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'installer cette logique sécuritaire et finalement de ne pas du tout traiter les mots. Il est évident que s'il y a de l'insécurité, c'est parce qu'il y a des inégalités, premièrement. Que donc, si on veut que l'insécurité baisse, il faut s'attaquer aux causes, aux racines de l'insécurité, c'est-à-dire les inégalités, la pauvreté, tout ce qui sont des carburants, quoi, finalement, de l'insécurité. Ça, on n'en entend pas parler. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a cette idée, finalement, que le tout sécuritaire résoudra les problèmes. Et encore une fois, ça, c'est vraiment, il me semble, une indication de la droitisation et peut-être même de l'extrême droitisation du débat public, du débat politique. Et pour finir juste en un point, Emmanuel Macron fait ça aussi par électoralisme, parce qu'il sait qu'il y a une demande de sécurité de plus en plus forte dans le pays et qu'il est persuadé qu'il y a notamment tout l'électorat du Rassemblement national, le fameux électorat de la ruralité, qu'on a tendance un peu à fantasmer, parce que je pense que la réalité électorale est plus complexe, mais il y a, je pense, une volonté de la part d'Emmanuel Macron d'aller toucher l'électorat qui est celui du Rassemblement national et qui en demande de sécurité, mais surtout de mesures sécuritaires. Et ça me semble encore une fois une dérive assez inquiétante de la part du chef de l'État, mais qui s'inscrit dans la continuité de ces dernières interventions. Ouais, pour aller dans le sens, je pense qu'en dehors du fait que c'est une rhétorique de droite, voire d'extrême droite, c'est d'ailleurs d'abord la rhétorique des organisations policières elles-mêmes.
C'est ce que Paul Rocher, l'économiste, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Que fait la police et comment s'en passer », appelle le mythe policier. L'idée que présence égale résolution des problèmes égale absence de délinquance. Phénomène absolument pas prouvé. Les études en économie, en sociaux, il y en a des tonnes, avec des résultats très contradictoires en fonction des situations. On comprend bien que certains effets dissuasifs peuvent exister, comme d'autres pas du tout, en fonction des délits, des crimes dont on parle. Il n'y a absolument aucune raison de l'associer, mais ça fait partie du mythe policier, c'est-à-dire du système de justification de l'emploi de la police. Emploi de la police qui ensuite va permettre le contrôle et le recul en fait des libertés réelles des individus dans la société. Deuxièmement, je pense que il y a un paradoxe en fait, c'est qu'effectivement il y a cette volonté d'augmenter les forces, de communiquer sur cette question, mais même en dehors de cette question du mythe policier et du fait que c'est une justification un peu absurde qu'on nous sert, la Cour des comptes a publié en mai 2023 un rapport de 156 pages qui explique que malgré l'augmentation, par exemple, des effectifs policiers au sein de la police judiciaire, le taux d'élucidation des enquêtes, les taux d'élucidation des enquêtes ont baissé. C'est-à-dire que les résultats sont moins bons quand il s'agit d'élucider des enquêtes. La Cour des comptes questionne également, comme raison, la réorganisation voulue des services de police proposée par Gérald Darmanin. En gros, une réorganisation avec la possibilité de réunifier différents services de police au sein de directions régionales, dont beaucoup d'officiers de la police judiciaire ne voulaient pas, parce qu'ils avaient peur de perdre l'indépendance, de perdre en possibilité de devenir les victimes de ce qu'ils appellent la politique du chiffre, en disant, nous, on a des enquêtes qui prennent du temps, qui sont longues. Démanteler un trafic de cocaïne, par exemple, c'est pas une affaire qu'on peut classer et qu'on peut traiter comme des chiffres, comme quand on met des amendes, et qu'on connaît les tactiques de politique du chiffre dans ce genre de récit sécuritaire. Donc même la Cour des comptes, qui n'est pas une institution incroyablement critique en général de l'exercice du pouvoir, montre que les propositions qui ont été avancées et le bilan et du premier quinquennat et de ce que propose le ministre actuel de l'Intérieur sont catastrophiques si on entend répondre à un certain nombre de délits et de problèmes de sécurité publique. D'ailleurs, je rappellerai que la Cour des comptes, dans ce rapport, montre par exemple que dans les effectifs de ce qu'on appelle la sécurité et paix publique, on a une baisse des effectifs malgré l'augmentation des effectifs globales. Pourquoi ? Parce qu'il y a des affectations, par exemple, aux polices des migrants et en fait des transports. En gros, on a mis aussi beaucoup plus de personnel pour aller traquer des gens à la sortie des écoles quand ils viennent chercher leurs gosses dans des cuisines, là où ils travaillent en fait, et pour les renvoyer, parce que par rapport au nombre d'OQTF qui sont prononcés, on a une expulsion très coûteuse, mais assez numériquement faible. En gros. Bon, il y a la dernière chose que je pense qu'il faut essayer d'expliquer, c'est que justement, la question que ça pose, pourquoi on a besoin de ce regain de force matérielle, concrète de répression, c'est qu'il y a encore une fois une crise et une faiblesse du pouvoir. La classe dirigeante ne dirige plus, elle ne donne pas une direction intellectuelle et morale à la société. Elle exige par la domination, par la répression massive. Pourquoi ? Parce que j'avais un texte en tête dernièrement que j'ai fait encore avec mes étudiants de Bourdieu au Collège de France qui parle et dit « Le code de la route, il n'y a pas besoin normalement d'avoir un gendarme derrière chaque automobiliste pour que les gens l'appliquent. » Et l'État, c'est pareil. C'est un système de représentation, un système de discours, de biens symboliques qui sont intégrés, auxquels on obéit, sans nécessairement y être contraint par la force. Mais pour que ce soit le cas, il faut que l'État soit acceptable et accepté. C'est-à-dire que ces dispositions qu'il exige des individus, les règles dont on se dote, on puisse s'y retrouver, on puisse participer à son élaboration. Et là, la rupture actuelle du pouvoir politique avec la population fait que ces conditions n'étant plus réunies, il existe et il se développe aussi, par exemple, des réseaux qui sont très clairement, on va dire, en concurrence avec l'État sur les questions d'autorité. Quand on parle, par exemple, des trafics, vous pensez que ces gens-là ont un rapport de déférence à l'État ? Non. Et donc, du coup, que sa présence existe ou non, ils s'adapteront. Ils transféreront les points de deal, ils s'organiseront autrement. Et le rapport de légitimité, ce sont des institutions qui vont on va dire, rentrer en conflit. Et donc, ce n'est pas par cette manière-là qu'on va pouvoir résoudre quoi que ce soit. Et ce que vous disiez finalement en disant, aller à la racine, c'est-à-dire il faut aller retrouver quelles sont les conditions d'organisation de la société, quelles sont les conditions d'organisation des relations sociales qui permettent en fait des opportunités autres que, par exemple, des voies dans la délinquance ou dans des trafics et toute forme d'économie parallèle.
Mais bien entendu, voilà, ça veut dire aussi agir sur l'économique, faire en sorte qu'il y ait plein de travail, où il n'y ait pas des conditions aberrantes de travail, où l'exploitation salariale soit moins, on va dire, brutale, etc., etc. Alors, moi, j'ai un désaccord avec ce qui vient d'être dit, qui est tout simple. C'est que vous dites que cette logique sécuritaire est de plus en plus forte, c'est un signe d'une faiblesse de l'État. Moi, je ne pense pas du tout ça. Pas de l'État, des dirigeants. Des dirigeants, à sa tête. des dirigeants. Moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense que cette logique sécuritaire qui s'installe est le signe d'une extrême droitisation du débat politique et d'une demande aussi de la population, et qui est très inquiétante parce que c'est une extrême droitisation du débat politique et c'est aussi une extrême droitisation du pays tout entier. On voit bien, quand on regarde les différents sondages, etc., attention, je ne dis pas que l'opinion publique n'est pas influencée par tout un tas de facteurs. Évidemment que la manière dont on a donné la parole depuis 10-15 ans à l'extrême droite et à la manière dont on a banalisé les thèmes de l'extrême droite, et en particulier les thèmes ultra sécuritaires, depuis une dizaine d'années, n'y est pas pour rien. Au contraire, c'est fondamental, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on voit bien dans les différents sondages qu'il y a un durcissement de l'opinion sur les questions sécuritaires. Il y a une demande de mesures d'exception, il y a une demande de plus de police, il y a un soutien massif à la police, y compris quand celle-ci est comment dire, dans des situations qui sont contraires au principe de respect de l'état de droit, comme on l'a vu encore récemment. Donc, il faut bien, je pense, moi, à mon avis, qu'il faut bien avoir conscience que cette logique sécuritaire, c'est un mouvement de fond dans la société. Vous savez, le philosophe Giorgio Agamben disait une chose que je trouve très juste. Il disait: on est passé de l'état disciplinaire, l'état de discipline de Michel Foucault, à l'état sécuritaire. Et qu'en gros, le paradigme sécuritaire est devenu le paradigme dominant dans les démocraties libérales occidentales. Et en fait, quand on dit démocratie libérale occidentale, on peut enlever libéral. Parce que les démocraties se durcissent, qu'elles prennent des mesures d'exception de plus en plus fortes sur les questions sécuritaires. Et on le voit en France. La loi sécurité globale aurait été impensable il y a 10 ans. C'est une loi qui est attentatoire aux libertés publiques et qui est très grave. Je dirais même que la loi séparatisme, il y a une logique sécuritaire derrière la loi séparatisme. Il n'y aurait pas de loi séparatisme s'il n'y avait pas eu le terrible attentat visant Samuel Paty. Donc il y a un contexte sécuritaire derrière. Donc toutes ces lois sécuritaires et les états d'urgence, tout ça qui ont amené à des atteintes très graves sur les libertés publiques, tout ça, c'est un mouvement de fond. Et encore une fois, vraiment, je pense que le discours sécuritaire d'Emmanuel Macron, le durcissement sécuritaire de ce gouvernement, etc., ce n'est pas... C'est vraiment un mouvement de fond de la société française, de la vie politique française, et que tout ça nous amène évidemment tout ça nous amène évidemment à quoi? À la perspective de l'extrême droite en 2027, parce que tout est là. Les thématiques, les logiques, la rhétorique, l'imaginaire de l'extrême droite est aujourd'hui installé dans notre pays. Et c'est pour ça que moi, au-delà de ce que vous avez rappelé, qui est tout à fait fondamental, mais ce qui doit nous inquiéter, c'est vraiment que tout ça nous prépare au pire. Non, mais moi, je regarde avec effroi le fond de l'air. Je suis d'accord sur le risque que représente l'extrême droite et la place qu'elle a prise dans la scène politique par un ancrage réel dans les aspirations populaires d'un certain nombre de catégories de la population. Mais vous disiez à un moment, il y a d'un côté la société, de l'autre côté la vie politique. Ce que je remarque, c'est que qui a cette haine de la démocratie, pour reprendre l'expression de Rancière, c'est avant tout les majorités politiques qui ne sont pas le peuple tout d'un coup constitué au sein du pouvoir. Qui a attaqué les droits et les libertés fondamentales? C'est les gouvernements successifs au nom d'une réponse soi-disant au peuple. Mais je veux dire, cette tendance de fond à la réorganisation de l'appareillage sécuritaire et à l'obsession, le fait qu'il y ait une loi sécuritaire toutes les 2 ans à l'Assemblée, c'est avant tout les élites politiques dites libérales qui les ont implantées. Ce qui veut bien dire que d'ailleurs, en vrai, dans les démocraties dites libérales, les valeurs libérales de la bourgeoisie fondent comme neige au soleil dès que leur pouvoir est contesté. Et c'est pour ça que je voulais dire qu'il y avait faiblesse. C'est qu'en fait, ces gens n'ayant pas d'autre opportunité pour pouvoir obtenir le consentement de la société vont ronger sur leurs valeurs libérales
libérales, voire les faire disparaître, si tant est qu'ils en aient vraiment eu. Et donc, l'appel à l'extrême droite est clair, est lié. Mais on le sait, hein, historiquement, quand est-ce que... c'était plutôt Hitler que le Front populaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité de la classe dirigeante et de la classe sociale qu'elle représente, à savoir les intérêts d'un système oligarchique et des intérêts extrêmement privés, de basculer comme appel vers l'extrême droite. Brecht disait, le fascisme n'est pas l'inverse de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Crise du pouvoir, crise de la légitimité. Ces gens-là, quand ils sont forts, ils rayonnent. Ils peuvent avoir des valeurs libérales, se présenter comme telles. Je rappelle d'ailleurs que quand Emmanuel Macron s'est présenté, on en parlait il y a quelques temps avant le plateau, il s'est présenté sous son parapluie libéral avec des belles valeurs. Donc les gens, quand ils ont voté pour lui, ils n'ont pas voté pour des logiques sécuritaires. Et donc j'ai du mal à cette association quand même systématique vers le fait que ce serait le peuple qui serait toujours contre la démocratie, contre les droits. Je pense que oui, il y a une partie du peuple, une partie des catégories qui votent pour l'extrême droite qui a un vrai ancrage populaire, mais qu'elle représente une fraction, qu'elle représente un tiers, et que si des majorités réactionnaires existent, c'est aussi, et il ne faut pas sous-estimer, le poids de la radicalisation xénophobe et sécuritaire d'une partie importante des gens qui sont en fait des gens extrêmement bien dotés en termes de capital, que ce soit économique et culturel. J'appellerais que le vote le plus sécuritaire, on pourrait dire, c'est celui de Éric Zemmour, et que Éric Zemmour fait ses meilleurs scores à Cannes, à Nice, dans le 16e arrondissement, et que c'est la bourgeoisie radicalisée vers une voie fascisante. De la même manière qu'une partie des gens qui votent pour le Rassemblement national sont des gens aussi dotés, qu'il y a des chefs d'entreprise, des gens qui, des cadres qui largement aujourd'hui l'assument. Mais ça va dans votre sens. Hein. On va passer à un sujet qui est très lié sur la réelle question de la sécurité. On peut s'inquiéter pour celle des personnes racisées en France. Vous le savez, aux médias, on documente beaucoup les violences policières. Début juillet, Eddy est passé à tabac par une unité de la BAC à Marseille qui lui a fracassé le crâne et la mâchoire. Miraculé, selon les médecins en réanimation, il a survécu, mais avec d'énormes séquelles. On se rappelle tous des images. 4 agents de police avaient été placés en garde à vue et mis en examen pour violence volontaire aggravée. L'un d'eux avait même été placé en détention provisoire, relâché depuis. Mais voilà qu'en sortant de l'IGPN, ces agents ont eu le droit à une haie d'honneur et des applaudissements par leurs collègues, et cet activisme avait payé. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Citation de Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale. Et Mediapart a révélé cette semaine les images des caméras de surveillance qui montrent l'extrême violence des coups portés, leur illégitimité et leur gratuité. On regarde. Index a également montré un faux témoignage très similaire à celui-ci en 2020 sur une autre affaire de violence policière. Et cela fait des années que les quelques vidéos arrivent à rétablir des faits, mais c'est quand même un mur pour pouvoir avoir des jugements, des traitements médiatiques, politiques ou judiciaires équitables. Comment vous l'expliquez, et est-ce qu'on continue toujours dans ce sens-là avec tout ce qu'on vient de dire, notamment sur la sécurité? Paul, vas-y. La fabrique de l'impunité policière, elle remonte à loin. Et lorsqu'on crée les conditions d'une impunité, on crée les conditions pour que des comportements qui nous apparaissent aberrants ou choquants soient monnaie courante et qui s'institutionnalisent comme un fonctionnement général et normal. Je rappelle qu'il y a encore un exemple il y a quelques temps, des officiers de la police qui ont été identifiés avec des tatouages nazis ont reçu comme sanction simplement un rappel au règlement en expliquant qu'en tant que fonctionnaire, ils n'avaient pas à exprimer leurs idées sur la place publique. Mais on ne parle pas d'idées, on parle de délit. Mais sur ça, sur des registres entre guillemets symboliques, très entre guillemets, on n'a pas de sanction. On a laissé libre cours à l'intérieur de la police nationale. En plus de l'organisation de conditions de travail extrêmement compliquées, etc., la possibilité d'avoir des comportements barbares, extrêmement violents, une baisse générale du niveau de recrutement et donc de l'exigence de ce qu'on attend de ces fonctionnaires. Et il faut rajouter à ça le fait qu'on a le pouvoir politique qui a construit des figures de l'ennemi. Il a construit des ennemis de l'intérieur systématiques. C'est un moyen d'ailleurs de justifier les logiques sécuritaires. On désigne un ennemi et puis l'ennemi ensuite, il ne fait que s'agrandir. On a eu les soviétiques, et puis après ça a été le terrorisme musulman, et après ça a été juste les musulmans, et puis ça a été les islamo-gauchistes, les woke, et la liste s'étant allongée. On a une logique qui, en fait, en désignant un ennemi, amène à ce que l'on le traite comme un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un à supprimer, c'est quelqu'un à exclure du corps social par tous les moyens. Et donc du coup, c'est pas un hasard si les violences policières tombent sur toujours les mêmes personnes, à savoir des jeunes hommes des quartiers populaires, ou des gens qui sont identifiés comme des figures n'appartenant pas au corps social, n'appartenant pas au corps citoyen du pays. Donc pour répondre, c'est la même chose. Il n'y a aujourd'hui
avec l'avance des caméras, le fait qu'on arrive à poétiser, on est juste mis en face du fait qu'il y a le mur dont tu parlais. Et la question, c'est que donc, du coup, il n'y a plus que deux possibilités. Soit il y a une réforme radicale qui s'opère, soit on va continuer à avoir des gens qui courent derrière le discours policier et leurs syndicats assez factieux, qui avaient appelé à faire sauter les digues de la Constitution. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a une pure logique d'opposition. Là, c'est une guerre de position, si vous voulez. Il y a deux positions. Et le problème, c'est que c'est la majorité réactionnaire ou progressiste qui va s'organiser dans ce pays qui devra trancher le débat ou pas. Parce que sinon, en attendant, là, on est coincé. Et c'est... voilà, ça a des conséquences terribles. Parce que, donc là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo en entier parce que tout est montré que Eddy est dans ce quartier-là à ce moment-là. C'était pendant les révoltes urbaines, donc il y a eu certaines consignes aussi de fermeté et autres sur les gens qui passaient juste par là. Il est montré que Eddy n'avait absolument commis aucun délit, qu'il n'avait aucun comportement violent. Après, il y a eu toute cette défense des policiers. Il y en a 3 qui étaient déjà dans des affaires de violence, qui avaient déjà eu des problèmes avec des violences, soit conjugales, soit sur des personnes aussi dans le cadre de leur travail. Et ça a l'air bien parti quand même pour que rien ne bouge à ce niveau-là, au niveau de cette impunité. Cette affaire, ça pourrait être un scandale d'État. Ça fait pas tant la une que ça dans la presse. On a vu quelques vidéos. Et en plus, c'est des affaires qui se répètent. Mathieu, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment bouger ou là, on est toujours dans cette logique de bon, c'est un fait divers, c'est pas grave, c'était 3 factieux. Mais c'est plus que ça. Rappelons-nous et vous l'avez très bien dit, quand cette affaire Eddy est apparue et qu'il y a eu la mise en examen et la mise en détention provisoire, notamment d'une des personnes qui est incriminée dans cette affaire, la réaction du directeur de la police nationale, donc c'est pas n'importe qui, et qui a été ensuite défendu d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur et par Laurent Nunez également, le préfet de police de Paris, ça a été de dire cette chose insensée qui est pour moi un motif de licenciement, enfin en tout cas c'est très grave, qui était de dire un policier ne devrait pas être en détention provisoire. C'est-à-dire qu'un policier devrait bénéficier d'une justice d'exception par rapport à d'autres citoyens. Et en fait, ce discours-là s'est installé selon lequel les policiers devraient être traités de manière différenciée, mais de manière d'un point de vue amélioratif par rapport aux autres, alors qu'en réalité c'est le contraire. Un policier est détenteur de la violence légitime de l'État et donc a un devoir d'exemplarité totale, que la moindre dérive au sein de cette institution doit être sévèrement sanctionnée, que le devoir d'exemplarité s'impose aux policiers beaucoup plus qu'aux autres. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'un des droits fondamentaux et imprescriptibles, c'est la sûreté. Et la sûreté, c'est pas la sécurité. La sûreté, c'est la protection du citoyen par rapport à l'arbitraire de l'État. Donc, c'est au cœur de l'idée républicaine le fait que la police doit être absolument exemplaire. Et puis, par ailleurs, au cœur de l'idée républicaine, il y a aussi que la loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Donc, il y a eu une séquence incroyable de ce point de vue-là. Un mutisme du gouvernement qui a été forcé de partager l'émotion nationale au regard du visage du jeune Eddy qui a été défiguré. Enfin, c'est épouvantable ce qu'on a vu lors de son témoignage. Mais en réalité, la question est la suivante, c'est que le gouvernement répond à ce type de choses par plus de sécuritaire. On le voit bien. Et donc que le gouvernement refuse de voir le problème institutionnel qui est posé par ce type de pratique. Il est évident que si on avait un gouvernement responsable et un tant soit peu humaniste, les LBD seraient interdits. La majorité des pays, en tout cas un certain nombre de pays européens, n'utilisent pas les LBD. La France est un des rares pays à utiliser les LBD. L'utilisation des LBD est condamnée par un certain nombre d'organisations internationales, d'associations de droits de l'homme, etc. Il est insensé qu'on ne puisse pas avoir un débat là-dessus. Pareil sur des gaz lacrymogènes, il y a un vrai sujet par rapport à ces gaz et leur utilisation. Ça, c'est un sujet qu'on devrait mettre sur la table. Pareil sur la Bravem. On a vu alors c'était un peu avant, pendant les manifestations contre la réforme des retraites, certaines dérives de cette brigade, je ne sais pas comment l'appeler. On a eu même un enregistrement, je crois qu'il avait été révélé par vos confrères de Loopsider, qui était sidérant. Un enregistrement sidérant où c'était des situations de quasi-torture, en tout cas d'humiliation contraire aux droits de l'homme, je veux dire effrayant.
Bon, pareil, la dissolution de la Brave M aurait dû, à minima, être mise sur la table. Donc, évidemment, le gouvernement ne le fait pas, ne le fera pas, pour la simple raison que on a déjà un ministre de l'Intérieur qui est absolument, comment dire... Quasi fasciste. Non, moi je ne dirais pas ça en tout cas, mais qui est dans une ligne ultra sécuritaire totalement assumée et qui refuse totalement de remettre en cause certaines pratiques. Un gouvernement qui nous dit que remettre en cause ces pratiques, c'est être anti-police, mais pas du tout. Au contraire, c'est pas être anti-police que de dire que la police doit être exemplaire, qu'il faut un cadre juridique, un cadre réglementaire, normatif, qui soit ultra contraignant sur les forces de l'ordre pour éviter que ce genre de situation arrive. Et je ne pense pas que du tout c'est contraire à l'intérêt des policiers. Au contraire, je pense que ça les protège d'autant plus de possibles dérives. Donc tous ces sujets-là, le gouvernement refuse de les regarder en face. Alors que je rappelle il me semble qu'en 2017 et pendant sa campagne, Emmanuel Macron a fait un discours beaucoup plus mesuré sur ces sujets-là. Donc là encore, on voit la radicalisation sur ces sujets sécuritaires et on voit l'incapacité de ce gouvernement d'avoir une réponse humaniste à tous ces problèmes et à arrêter aussi de constamment jouer la carte de l'épouvantail vous êtes anti-police parce qu'on tient une position, encore une fois, humaniste qui il y a 20, 30, 40 ans étaient des positions plutôt consensuelles au sein de la vie politique française. Et donc, encore une fois, constamment utiliser la rhétorique de vous êtes des anti-police parce qu'on demande parce qu'on est réformiste, comme c'est mon cas, c'est-à-dire de demander des mesures qui soient contraignantes pour les policiers, eh bien tout de suite c'est être anti-police, c'est être ceci, c'est être cela, c'est mouvoir de ce type de situation inacceptable, et ça je pense que c'est une rhétorique tout à fait dangereuse et qui interdit le débat. Il y a un problème institutionnel, vous l'avez dit, il y a aussi un problème raciste, c'est-à-dire que là on a 4 policiers qui sont dans la rue, qui voient une jeune personne racisée en train de marcher et qu'ils le prennent, qu'ils le mettent à terre. Je sais que c'est violent ce que je dis, qu'ils le mettent à terre et qu'ils le rouent de coups pour on ne sait quelle raison et que même s'il avait fait un délit, je ne pense pas qu'on puisse faire justice dans la rue à ce point-là. Donc il n'y a pas que la dimension institutionnelle, il y a aussi un problème fondamentalement raciste dans cette affaire-là qui est malheureusement commune en fait, parce qu'on en voit... Elles existent depuis des dizaines d'années, ces scènes-là. La jeunesse coloniale, des compagnies spécialisées comme la BAC a été montrée par la littérature sociologique de la police depuis des années. Et c'est ça que je voulais dire par désignation de l'ennemi, cette jeunesse de l'ennemi intérieur, de celui à traquer. Le problème fondamental, c'est que la logique policière, telle qu'elle est déployée, elle est là pour... débarrasser la société d'individus qu'on désigne comme ennemis. C'est pour ça qu'elle fonctionne comme ça. Alors on pourrait plus ou moins encadrer avec des principes l'idée, mais le problème c'est que de toute manière le rapport de l'État à la société est violence. Tout à l'heure, Mathieu citait Weber. Weber, il ne dit pas que l'État détient le monopole de la violence politique, mais il dit qu'il le revendique avec succès. Ce qui veut dire que d'autres groupes, à d'autres périodes, peuvent revendiquer à des moments la violence. Et d'ailleurs, souvent, les confrontations pour lutter contre la question policière, qu'on a appelé émeute alors qu'il s'agit de révolte, sont l'expression de moments où des groupes viennent contester l'État sur le domaine de l'ordre public. C'est-à-dire qu'il lui conteste la capacité à tenir l'ordre pour mettre en avant et pour montrer sa faiblesse ou son absence de légitimité. Et je pense que c'est ce qu'on voit encore une fois là, nouveau signe de faiblesse. Un pouvoir qui est obligé de faire de la surenchère autoritaire et d'utiliser les techniques les plus barbares pour maintenir un ordre public, c'est un pouvoir dont le pouvoir n'est pas consenti, ou c'est un pouvoir qui arrive avec un certain degré d'arrogance à mettre contre lui une partie de la population au point que sa capacité à être obéi est mise à défaut, et que du coup, il emploie des gens qui, comme tu le disais, vont avoir des techniques d'appréhension et des techniques barbares d'interpellation contre des gens qui en plus sont parfaitement innocents. C'est-à-dire que le règne, après le règne de l'impunité, c'est le règne de l'arbitraire. Il n'y a plus maintenant de démilitation, il n'y a plus de possibilité de justifier en disant oui mais un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, parce qu'il y a tellement une utilisation massive de ces modèles répressifs complètement insensés, pour reprendre le mot de Mathieu, que ça peut tomber sur tout le monde. Alors bien entendu d'abord sur ceux qui sont désignés comme ennemis, donc les musulmans, donc les gens qui sont jugés dangereux parce qu'ils se mobilisent, les gilets jaunes quand ça a été le cas et qu'ils ont représenté quelque chose de dangereux pour cette contestation du monopole de l'État sur l'ordre public. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Voilà. Donc,
Je vous lis juste un extrait d'interview. Voilà. Donc, j'avais réalisé une enquête en 2016 sur les relations entre la police et la population et qui concluait que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que l'ensemble de la population d'être contrôlés par la police. C'est un fait auquel il faut apporter une réponse juridique. La réalité est bien un système de contrôle et d'identité discriminatoire, et face à un système, il faut répondre de manière systémique et non au cas par cas. Est-ce que vous savez qui a dit ça ? Moi, je crois que je sais. C'est Jacques Toubon, ancien ministre de Jacques Chirac, donc personnalité de droite, alors ancien défenseur des droits, qui a depuis fait un revirement humaniste tout à fait remarquable. Mais voilà le type de propos qui devrait faire consensus au sein encore une fois, de l'arc républicain. Voilà, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron. Et c'est terrible que cette parole-là soit si peu audible aujourd'hui. Faiblesse du pouvoir. Des discussions qu'on pourrait croire de gauche radicale quand avant Exactement. ils étaient au milieu de l'échiquier politique. Passons au dernier sujet qui finalement est extrêmement lié. Quand on n'attrape pas la veste des jeunes arabes et noirs de banlieue, on attrape celle des jeunes musulmanes ou moins jeunes d'ailleurs. Cela ne nous a pas échappé. La semaine dernière, la France s'est de nouveau fait remarquer pour une exception à la française, l'interdiction du port du voile, du hijab pour les sportives. Pour les JO 2024, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a répondu en rappelant l'attachement du gouvernement à un régime de laïcité. Le Comité international olympique n'est pas du même avis. Les fédérations internationales sportives, elles, autorisent complètement le voile. Et l'ONU est en opposition à cette interdiction. De manière générale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non, a déclaré la porte-parole du Haut Commissariat, Marta Hurtado. C'est une énième attaque contre la liberté des femmes musulmanes, même pour les JO, ça tombe un peu de nulle part. Est-ce qu'on nage en plein délire ou est-ce que c'est une réelle campagne islamophobe là, avec une stratégie pensée Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que ça paraît un peu fou, Mathieu. Non, c'est l'ONU a tout dit. Donc moi, je vais être très rapide. La France se déshonore, que c'est une nouvelle illustration des dérives du laïcisme en France, qui, en fait, d'une part, touche et donc discrimine d'une certaine manière les femmes musulmanes, premièrement, et qui, deuxièmement, est contraire à l'esprit républicain, à l'esprit laïque, c'est-à-dire qu'on va dicter à des femmes la manière dont elles doivent s'habiller, on va interdire à des femmes de s'habiller de la manière qu'elles veulent, alors que ça n'a absolument aucune incidence sur leur pratique sportive ou quoi que ce soit, et que c'est totalement... C'est la France qui renonce à ces valeurs, à ces principes républicains qui consistent à privilégier la liberté, le respect de la dignité humaine. Et on voit une nouvelle fois une illustration de la dérive du laïcisme à la française et surtout de la dérive de ce gouvernement sur ce sujet-là, alors que, encore une fois, Emmanuel Macron, en 2016-2017, tenait un discours opposé sur la laïcité. Donc on voit bien encore une fois que cette dérive-là, elle s'inscrit aussi dans un mouvement de fond, de raidissement par rapport à l'islam, de discours de plus en plus dédiabolisés sur l'islam, sur les femmes musulmanes. On a vu la question des abayas, etc., qui était quand même aussi une honte nationale. Donc voilà, très inquiétant, et la France se déshonore. Puis là, on voit vraiment sur cette question de laïcisme à la française que c'est pas un hasard. Quand elle a été interrogée, la ministre Amélie Oudéa-Castéra, sur la question, elle a fait référence à la jurisprudence du Conseil d'État dans le cas des hijabs, ce collectif de jeunes femmes musulmanes qui portaient le voile et qui voulaient demander simplement de pouvoir jouer au football avec leur voile et qui ont été déboutées par le Conseil d'État en raison du fait qu'il y a un règlement dans la Fédération française de football, dont l'article 1 dit qu'il ne faut montrer aucun signe de ses convictions politiques, religieuses pour pratiquer un sport. Mais ce qui est intéressant quand on fait la petite histoire, c'est que cet article-là, dans le règlement, a été décidé lorsqu'en 2014, la FIFA, donc la Fédération internationale de football, a décidé d'autoriser le hijab dans les compétitions sportives. Ce qui montre que cette option de réaction, c'était pour marquer son opposition à cette décision de la FIFA, mais donc, et aussi d'aller à contresens, quoi. Donc là, on a bien le sens réactionnaire de cette idée. Bien sûr que c'est une question raciste. Pour nous, ça ne nous échappe pas. Mais on voit vraiment le mouvement réactionnaire de venir prendre position à rebours, et avec cette espèce d'arrogance incroyable du laïcisme français, laïcisme, moi j'ai bien dit pas laïcité, d'avoir raison contre tout le monde, contre tous les pays auxquels on doit donner des leçons, simplement parce qu'effectivement, il y a dans notre pays une pratique non seulement laïque, mais athée extrêmement répandue, et qu'on a une grande majorité de la population qui n'a pas de religion, qu'on instrumentalise un peu cette situation d'athéisme répandu pour l'utiliser comme un régime
contre la liberté de conscience, ce qui n'est pas le régime qui a été proposé par la France, comme Mathieu rappelait, qui n'est pas le principe de la loi de laïcité. Je rajouterai une dernière chose. En 1905, le rapporteur Aristide Briand, le rapporteur de la loi, a écrit littéralement sur la question des vêtements religieux, au moment où certains proposaient l'interdiction de la soutane, soi-disant pour libérer le prêtre de son oppression vis-à-vis de Dieu. Ça fera peut-être rire les gens aujourd'hui, mais dans ce débat, il a dit, dès le lendemain du vote de la loi, la soutane sera considérée par l'État comme un vêtement comme les autres. Pour ceux qui le portent pour des raisons religieuses ou pas pour des raisons religieuses, ce sera un vêtement comme les autres. Il a voulu mettre en dehors la question des vêtements pour ne pas rentrer dans ces questions-là et pour faire primer la question de la liberté de conscience. Et il disait, la France risque de se voir reprocher le reproche d'intolérance, mais pas seulement, et ce serait pire, de ridicule. C'est le mot qu'utilise Aristide Briand, et je pense que ce que je disais en parlant de honte nationale, c'est ridicule. Et c'est dangereux. L'ironie de cette situation, c'est qu'au nom du féminisme, on discrimine des femmes françaises. Voilà. Et ça, c'est sans doute le plus ironique et le plus tragique dans cette histoire. Merci, messieurs, pour vos précieux éclairages et merci à vous d'avoir suivi ce numéro du Fond de l'Info. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition, cette fois avec Nadia, et très vite, bien sûr, à la télé, mais cela ne peut se faire sans vous. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant ici en haut à droite de votre écran, donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui bousculera la télévision française. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.